Nika. Juste un mot. Un seul mot qui, comme ça, à première vue, veut pas dire grand-chose. Hmm. Et pourtant, en plongeant dans les sources qu'on a là sous les yeux, on est tombé sur un parallèle, un parallèle vraiment dingue. Ah oui, D'un côté, on a les gradins en feu de l'hippodrome de Constantinople au VIe siècle. Et de l'autre, l'univers complètement fou d'un des mangas les plus connus au monde, One Piece. le lien est troublant, c'est le mot. On a une révolte historique d'une violence absolue, et face à ça, un personnage de fiction qui est un pur symbole de liberté, de joie même. C'est ça. Et aujourd'hui, on va essayer de tirer ce fil, qui traverse quand même 15 siècles, pour comprendre ce qui les relie. Voilà. Notre exploration, c'est de décortiquer ce lien. La question qui nous guide, c'est ça. Comment est-ce qu'un cri de ralliement, le slogan d'une insurrection byzantine sanglante, a pu, que l'auteur l'évolue ou non, inspirer le nom du guerrier de la libération 1500 ans plus tard? C'est une enquête un peu folle, mais passionnante. Alors pour commencer, il faut planter le décor. On part loin, très loin. Constantinople en 532. Mhm. La ville est la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'est le centre du monde connu. À sa tête, l'empereur Justinien, un personnage complexe. Ambitieux, mais aussi très autoritaire. Oui, et sous la grandeur affichée de l'Empire, ça gronde. Le peuple est écrasé par les impôts, l'arrogance de certains fonctionnaires, ça commence à chauffer. Et toute cette tension, cette rage, elle converge vers un lieu précis. L'hippodrome, absolument. Et il faut bien comprendre que l'hippodrome, c'est pas juste un stade pour les courses de chars, hein. Ah non, c'est bien plus que ça. C'est le cœur politique et social de la ville. C'est le seul endroit où le peuple peut vraiment s'exprimer, acclamer, mais aussi huer. Parfois directement face à l'empereur. C'est une sorte de soupape de sécurité? Exactement. Mais ce jour-là, la soupape, elle explose. Et c'est là qu'interviennent les fameuses factions, les bleus et les verts. On imagine des clubs de supporters, mais les sources montrent que c'était bien plus. Beaucoup plus. Il faut se les représenter comme des sortes de milices urbaines, avec des affiliations sociales, politiques, religieuses très marquées. D'accord. Les bleus, c'était plutôt l'aristocratie, et les verts, plus populaires. Ils se détestaient, c'était des rivaux mortels. Et pourtant, ce jour-là, hors de contrôle. Totalement. Et au milieu de ce chaos, un cri s'élève. Un seul mot. Nika. D'abord quelques voix, puis des milliers, et ça se propage. Mais ça veut dire quoi au juste? C'est la clé de tout. En grec ancien, Nika, c'est l'impératif du verbe nikao, qui veut dire vaincre. Ah d'accord. Ce n'est pas le nom d'un leader, ni celui d'un dieu à ce moment-là. C'est un ordre, un slogan ultra efficace. On peut le traduire par victoire ou, de façon plus agressive, conquiert. Attendez, si Nika veut juste dire victoire, c'est un peu générique, non? On aurait pu crier liberté ou abat l'empereur. Pourquoi ce mot-là, en particulier, a pris à ce moment? C'est une excellente remarque. Je pense que sa force vient justement de sa simplicité. Abat l'empereur, c'est une revendication politique. Liberté, c'est un concept. Mais victoire, c'est un objectif immédiat, viscéral, que vous soyez un bleu ou un vert, riche ou pauvre. Ça transcende tout. Face à la garde impériale, la seule chose qui compte, c'est de vaincre. Ça ne demande pas de réflexion, ça demande l'action. C'est exactement ça. Le slogan parfait pour une explosion de rage. Et quelle explosion! Ce simple mot devient le carburant d'un soulèvement d'une violence inouïe. Les sources parlent de 5 jours de chaos. Total. Les insurgés libèrent les prisonniers, ils attaquent les symboles du pouvoir. Des bâtiments entiers, dont une partie de la future basilique Sainte-Sophie, sont incendiés. La ville est à feu et à sang. Et Justinien, l'empereur tout-puissant, il est terrorisé. Il se barricade dans son palais et, d'après les chroniqueurs, il préparait même sa fuite. Le pouvoir est à 2 doigts de s'effondrer. Le point fondamental à retenir de cet événement historique, c'est son caractère purement spontané. Populaire, il n'y a pas de leader, pas de programme, pas de stratégie. C'est Une vague de colère qui Voilà. submerge tout. une force de la nature. Voilà, Nika est le symbole d'un peuple qui, l'espace d'un instant, refuse l'autorité et réclame la victoire pour lui-même, sans intermédiaire. C'est le chaos à l'état pur. Ce concept de chaos qui submerge tout. C'est fou de se dire que 1500 ans plus tard, on retrouve ce nom, Nika, mais dans un contexte où le chaos devient symbole de la joie. C'est le grand écart. Ça semble être le grand écart absolu. Allez, on fait ce bond dans le temps pour arriver dans l'œuvre d'Eiichiro Oda, One Piece.
Exactement. Et la transformation est radicale. En apparence, dans One Piece, le nom Nika n'est plus un cri anonyme. Il est attaché à une figure mythique, une légende. Le dieu du soleil. Le guerrier de la libération, une histoire que les esclaves se murmurent depuis des siècles. Quand j'ai lu ça dans les Souls, j'ai été frappé. Je pensais que le Nika de One Piece était une pure invention, mais de voir cette racine historique, si violente et si brute, ça change complètement la perception du personnage. On passe d'un massacre à un sauveur souriant. C'est ça. Et ce sauveur, cette légende, il est décrit comment ? Un être au corps élastique qui se bat au son des tambours de la libération et qui apporte le rire et la liberté aux opprimés. Une figure d'espoir absolu. Et le génie de l'auteur, c'est de révéler que cette figure mythique est en fait la véritable nature du pouvoir du héros. Monkey dit Luffy. Quand il l'éveille, il devient littéralement Nika. Et ce qui est fascinant, c'est sa façon de se battre. Ce n'est pas le guerrier révolutionnaire classique, sombre, déterminé. Sa libération passe par la joie, la danse, le rire. Il transforme les combats. En scène de cartoon. Oui, voilà. C'est un chaos joyeux, presque burlesque. On le voit de façon spectaculaire lors de son combat contre Kaido, l'un des tyrans les plus terrifiants du manga. Luffy transforme le corps de son ennemi en élastique. Il court dans les airs comme un personnage de Tex Avery. Ses yeux lui sortent des orbites. C'est ça. Ce n'est pas une victoire par la force brute, classique. C'est une victoire par l'absurde. Il gagne en brisant non seulement son adversaire, mais aussi les codes de la logique. C'est un chaos qui désarme et ridiculise l'autorité. Ce qui est à des années-lumière des incendies et des dizaines de milliers de morts de Constantinople. Et pourtant, le parallèle se dessine. Luffy renverse des régimes, libère des pays entiers, mais il refuse toujours une chose. De prendre le pouvoir. Exactement. C'est le point des connexions le plus puissant. Quand on lui propose de devenir un héros ou le dirigeant d'un pays qu'il vient de sauver, il refuse. Catégoriquement. Son but, c'est pas de gouverner. Son but, c'est d'être l'homme le plus libre du monde. Tout comme le cri Nika de 532 n'était pas un programme politique. Le Nika de One Piece est une force de libération pure. Il n'est pas une nouvelle forme d'autorité. Il est l'incarnation même de la liberté dans sa forme la plus chaotique et la plus joyeuse. Ok, mettons les deux histoires en miroir. On a d'un côté une révolte historique, sanglante, sans chef, née d'un cri. De l'autre, un guerrier mythique et joyeux qui incarne une libération spontanée et désordonnée. Quand on les décortique, les thèmes communs sont vraiment frappants. Le premier, le plus évident, le peuple contre le pouvoir central. À Constantinople, la population, bleue et vert, unie, contre l'empereur Justinien. Dans One Piece, les peuples opprimés contre le gouvernement mondial. C'est David contre Goliath dans les deux cas. Toujours. Ensuite, il y a le caractère spontané. On l'a dit, l'insurrection de 532, c'est une explosion. Rien n'est planifié. C'est exactement le mode de fonctionnement de Luffy. Il n'a pas de grand plan. Il débarque, voit une injustice et sa réaction est immédiate, émotionnelle. Il détruit le système par pure impulsion. Vous mettez le doigt sur un point essentiel. Et ça nous amène au troisième thème, la victoire par le chaos. Oui, dans les deux cas, le changement ne vient pas d'une réforme ou d'une négociation. Il naît d'un désordre absolu. La révolte de Nika a mis la capitale à feu et à sang. Les pouvoirs de Nika dans One Piece transforment la réalité en spectacle imprévisible. C'est une rupture violente, pas une transition douce. Exactement. Et ça m'amène au dernier point, qui est peut-être le plus profond, la primauté du symbole sur l'idéologie. Ah oui, le cri Nika, c'était pas un manifeste, c'était un symbole de défi pur. L'idée de victoire. Point. De la même manière, le dieu Nika est une légende, une image, un espoir. Il n'apporte pas un nouveau système de gouvernance. Il est l'idée même de la libération. Et c'est pour ça que c'est si puissant. Oui, un symbole, contrairement à une idéologie, ne peut pas être facilement corrompu. Il peut être repris par n'importe qui, n'importe où, parce qu'il parle à une émotion universelle, le désir de ne plus être écrasé. Évidemment, il faut rester prudent. Le créateur de One Piece, Eiichiro Oda, est un puits de science. Il s'inspire de mythologie du monde entier. Mais à ce jour, il n'a jamais dit « oui, je me suis inspiré de la sédition Nika ». Non, jamais. Donc ce lien que l'on tisse, ça reste une lecture, une analyse. Confirmation officielle ou pas, la force du parallèle est là. Que ce soit une coïncidence ou une inspiration consciente, peu importe au fond. L'important, c'est que ça fonctionne. Ça nous montre comment une idée fondamentale,
celle d'une victoire arrachée par le peuple, non pas par la stratégie, mais par une déflagration d'énergie chaotique, peut traverser les âges et les cultures. L'idée est si forte qu'elle résonne aussi bien dans la chronique d'un historien byzantin que dans le dessin d'un mangaka du XXIe siècle. C'est ça. Finalement, qu'il s'agisse de ce cri de rage poussé dans un hippodrome en flammes ou du rire impossible à contenir d'un pirate au chapeau de paille, le nom Nika porte en lui cette même promesse. C'est l'étincelle. C'est le moment où ceux qui sont tout en bas de l'échelle, ceux qu'on ignore, décident de se lever et de réclamer leur victoire. C'est un exemple incroyable de la façon dont l'histoire, même dans ses moments les plus brutaux, infuse la culture populaire. Ce n'est pas juste une leçon qu'on apprend, ça devient une matière vivante, une source d'inspiration pour créer de nouveaux mythes. Et ces mythes modernes, comme celui de Nika dans One Piece, finissent par porter un message universel de liberté qui touche des millions de personnes aujourd'hui. L'histoire n'est jamais vraiment morte. Elle est là, elle infuse, et ça laisse une question en suspens. Combien d'autres mythes modernes, cachés dans nos films, nos séries, nos histoires préférées, sont en fait les échos lointains de véritables cris de révolte, des soulèvements oubliés par les livres d'histoire, mais dont l'énergie, l'esprit de défi attendent simplement une nouvelle forme pour être entendus à nouveau.